Je rappelle que l'AFIS est une association de bénévoles qui cherche un peu à mettre de la science dans le débat public. Une action principale, c'est les numéros de science et pseudosciences qui sortent 4 fois par an. Les abonnés ont dû recevoir le dernier numéro ou vont le recevoir très, très prochainement. On a aussi un site web où la plupart des articles qui ont été publiés dans ces numéros sont mis en ligne après quelques mois ou quelques années. On a un forum de discussion et puis on a aussi une page Facebook que je vous invite à consulter de temps en temps. Donc voilà, cycle de conférences. Bon, j'ai déjà dit ça la dernière fois, donc je vais aller vraiment, vraiment très vite. Je rappelle simplement que les intervenants sont choisis par l'AFIS en fonction de leurs compétences et dans leur sérieux. Mais il est clair que tout ce qu'ils vont pouvoir dire n'engage pas l'AFIS, c'est simplement qu'ils parlent en leur nom lors de ces conférences. Et voilà, sans plus attendre, je laisse donc la parole à Jean-Loup Perrier pour ce webinaire. Donc là, je fais la deuxième partie, médicaments, le développement des médicaments. Donc dans la conception, on avait retenu une molécule ou quelques molécules qui étaient intéressantes et maintenant, on va faire le nécessaire pour le développer pour qu'il soit utilisable. Alors, très rapide historique. L'historique, il n'y avait pas vraiment un développement des médicaments jusque très franchement, les années 1960, 70, 80. Et c'est vraiment seulement à partir des années 1970, 1980 qu'il y a eu un véritable développement réglementé, objectif, etc. Donc, quel était avant? Qu'est-ce qu'on faisait? C'était l'usage. On faisait des teintures, des extraits, des mélanges. On se référait aux textes anciens. Il y avait tout un tas d'affirmations, les charlatans. Alors, je vous ai mis la jouvence de la bichourie. Je ne sais pas s'il faut le considérer comme charlatan ou pas, mais enfin bon, c'était des affirmations. Ça sert à quelque chose. Les marabouts, les formules secrètes. Alors, jusqu'à début du XXe siècle, les formules des médicaments étaient tenues secrètes parce que c'était une possession industrielle. Et puis alors donc on progresse, il suffisait d'avoir la preuve pharmacologique que le produit faisait quelque chose et donc il était reconnu comme étant utilisable. Et puis il y avait des concepts scientifiques logiques, mais on n'était toujours pas sur la clinique. Donc on passe tout de suite au développement actuel. Donc vous vous souvenez, on a de façon digitale déterminer une structure moléculaire et on va commencer à la travailler. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on vérifie in vitro sur la cible, c'est-à-dire, souvenez-vous, soit le médiateur, la membrane, l'enzyme, le métabolisme, la synapse, etc., que le produit est réellement efficace. Et à partir de là, donc, on va commencer à travailler pour faire des synthèses de différentes molécules et pour voir comment réaliser les synthèses. Et puis, le point que j'avais évoqué, c'est que le choix de la molécule prometteuse doit répondre à un certain nombre de critères et je pense que vous les comprendrez très bien quand on va faire le mode d'action des médicaments. Donc, les critères à prendre en compte sont bien entendu la stabilité de la molécule. Si on fait des comprimés ou des gélules et que la molécule s'autodétruit soit du fait de l'humidité ou une faible élévation de température ou quoi ou qu'est-ce, ça ne sera pas utilisable puisqu'il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Donc, il faut que l'activité soit vérifiée. Il faut qu'il y ait une solubilité pour qu'on puisse justement l'utiliser. Le coefficient de partage entre huile et eau, on le verra quand on va voir la façon, alors là, ce sera au moment du mode d'action pour les passages transmembranaires pour aller au niveau de la cible, le métabolisme de la molécule, et puis la liaison à la cible, est-ce que c'est une liaison forte ou une liaison pas forte, etc. Donc, tous ces éléments-là vont être étudiés pour sélectionner quelques molécules que l'on va développer. Alors là, je m'arrête 2 minutes parce qu'il est évident qu'il y a 3 dossiers qui vont être développés en parallèle, le dossier pharmaceutique, le dossier animal et le dossier humain. Mais en ayant à l'esprit que le développement de
du médicament va prendre des années. Alors, c'est variable en fonction de la classe thérapeutique, des problèmes qui se posent ou qui ne se posent pas. La durée moyenne, j'oserais dire, c'est entre 5 et 10 ans. Le coût, c'est des centaines de millions. Une étude de phase 3 importante, c'est de l'ordre de 200 millions d'euros. Donc, on comprend bien qu'on va procéder par étapes. On va voir, par exemple, dans le dossier animal, quand on fait une toxicité aiguë et une pharmacologie, si, par exemple, pour atteindre le niveau pharmacologique, on atteint en même temps la toxicité aiguë, le produit est mort. Donc, c'est un exemple très simple, mais ce qui fait que petit à petit, il va y avoir des étapes où on va dire, on passe à la suivante, on continue à développer le dossier pharmaceutique, on continue à faire les travaux animaux, on continue ou on commence ou on continue le dossier humain. Donc, la complexité du système fait que je ne vais pas vous présenter sous un angle chronologique, mais sous un angle dossier par dossier. Donc, que va-t-il être fait dans le dossier pharmaceutique, sachant que ce sera par étapes et en fonction du reste de l'évolution du dossier. Pareillement pour le dossier animal, pareillement pour le dossier humain. Donc, je vous propose de commencer par le dossier pharmaceutique. Donc, le dossier pharmaceutique, composition de la molécule active, il va falloir l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser tel quel. S'il faut utiliser quelques milligrammes, ne serait-ce que pour pouvoir le manipuler. Alors, effectivement, il faut que ce soit soluble si on veut, mais il faut des excipients, il faut que la composition avec les excipients soit stable, soit possible, que le mélange se fasse bien, éventuellement qu'il soit fluide pour pouvoir le mettre en gélule ou en comprimé, etc. Donc, il y a toute une étude. On comprend bien qu'au tout début du développement du produit, quand il va falloir faire les toutes premières études, que ce soit in vitro ou les premières études de toxicité chez l'animal, on ne va pas avoir le développement pharmaceutique complet, c'est-à-dire la présentation finale. Donc là aussi, il y aura des étapes de progression, des préparations type laboratoire à petite échelle, puis de plus en plus grande et de plus en plus travaillée. Il va y avoir la fabrication aussi, la synthèse de la molécule active. Il y a des premières synthèses qui vont être faites, mais ensuite, il va falloir travailler la synthèse pour que la molécule soit de plus en plus pure, faire le nécessaire pour éliminer les impuretés, et puis que la synthèse coûte le moins cher possible. Et bien sûr, dans la mise en forme, le conditionnement, c'est ce que j'ai déjà exprimé tout à l'heure, avec les excipients, est-ce qu'il va falloir le présenter sous forme de comprimé, de gélule, ou etc., etc. Alors, dans tout ce que je vais dire, je vais plutôt prendre l'exemple d'un comprimé, mais c'est un peu la même chose pour les autres. Tout ceci va, à toutes les étapes, être soumis à des contrôles de composition générale, des contrôles d'impureté. Au moment de la synthèse, bien entendu, il y a la synthèse d'autres produits qui vont être des produits dérivés. Et pour la synthèse, on va utiliser des catalyseurs, tout un tas d'autres molécules chimiques qui peuvent rester pour partie dans le produit final. Et donc, il va falloir les éliminer et contrôler qu'ils le sont. Et puis, on a toujours ce qu'on appelle des métaux lourds ou d'autres produits qui peuvent être des produits toxiques, et donc les contrôles d'impureté sont extrêmement importants. Et puis les contrôles de fabrication, on verra tout à l'heure, j'en reparlerai, parce qu'il y a tout le problème des bonnes pratiques de fabrication. Et puis parmi les contrôles, il y a la stabilité. Alors j'ouvre juste une petite parenthèse. Quand on vous dit par exemple paracétamol comprimé 500 mg, oui, mais 500 mg, d'abord faire 500 mg exactement, ce n'est pas possible. C'est 500 mg plus ou moins 5%. Et la stabilité est en général de 3 ans. Est-ce que dans 3 ans, si on a mis 500 mg au début, il y aura toujours 500 mg? Ah, mais il y en aura peut-être un petit peu moins. Alors, si ça reste dans les moins 5%, ça va. Si ça reste pas dans les moins 5%, peut-être qu'au début, il faut mettre 502, de façon à terminer à 497. Donc, je vous donne cet exemple juste pour vous montrer à quel point il y a des complexités à prendre en compte dans le dossier pharmaceutique. Alors, dans le dossier pharmaceutique, la composition, il y a des mélangeurs, bien entendu.
il y a des problèmes de compression, la mise sous blister, etc. Donc, au départ, ce sont des petites échelles, et puis ensuite, il va falloir établir sous forme industrielle. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de contrôles, de façon à établir la pureté du produit, la qualité, la composition, il y a bien la bonne quantité, et elle se procède. Donc, pour ça, actuellement, le plus classique, c'est HPLC, donc chromatographie liquide haute pression, et spectromètre de masse. Donc, qui vont être faits aux différents stades de défabrication et de finition. Et il y a d'autres contrôles auxquels vous ne pensez peut-être pas, mais si c'est un comprimé, il faut qu'il se dissolve quand il est dans l'estomac. Donc, il va y avoir des tests de dissolution, avec, là encore, des normes qui doivent être respectées. Le comprimé, s'il est friable, ça va donner de la poudre, donc on n'aura pas la bonne quantité, ou même c'est embêtant, donc il y a des tests de friabilité. Et puis, il va y avoir aussi des tests d'écrasement. C'est juste pour vous donner quelques exemples de tests. Pour les contrôles de stabilité, effectivement, comme on l'a vu, ça n'est jamais, je mets 500 mg, il restera 500 mg tout le temps. Et il y a effectivement, s'il y a une dégradation du produit, il se forme d'autres produits. Donc, il faut étudier ces autres produits, etc. Et donc, là c'est juste pour vous montrer qu'en fonction de l'évolution du dossier pharmaceutique, de l'évolution du développement, on a des études en préformulation, en formulation et sur le prototype final, c'est-à-dire le produit qui va être utilisé dans la pratique courante et la stabilité en vue d'autorisation de mise sur le marché, donc de l'AMM, qui sont plus développés encore. Voilà pour le dossier pharmaceutique. Développement chez l'animal. Donc, développement chez l'animal, là encore, on va le faire étape par étape et il faut passer chaque étape pour aller à l'étape suivante. Donc, toxicité aiguë, effectivement, si elle est très importante, on ne va pas continuer. Mais le produit, en général, va être utilisé long terme, donc on va faire des toxicités chroniques, et là encore, qui est une étape à passer. Et puis, bien entendu, alors je l'ai mis après, mais c'est en même temps, pharmacologie. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il faut qu'il y ait une marge de sécurité entre l'activité, on est toujours chez l'animal, entre l'activité pharmacologique et la toxicité pour avoir une marge de sécurité d'usage. Ensuite, on tombe sur la mutagénèse, c'est-à-dire la capacité du produit d'entraîner des mutations au niveau de l'ADN. Alors, en soi, ça n'est pas quelque chose de probant, mais c'est quelque chose d'informatif, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'action de mutagénèse, c'est bien, c'est parfait, mais si par contre il y a une action mutagène, à ce moment-là, il va y avoir un risque de tératogénèse et de cancérogénèse. Et si elle est importante, sachant qu'une étude de cancérogénèse, c'est une étude qui, là encore, coûte très cher, va prendre plusieurs années. Tératogénèse, ça va être éventuellement sur plusieurs générations d'animaux. S'il y a une mutagénèse positive, c'est vraiment un grand questionnement d'arrêter le dossier. Les études animales et en animalerie, la raison pour laquelle je vous le présente, c'est que, et je vais en parler plus tard, parce qu'on va avoir le même type d'activité de qualité et de réglementaire que nous avons en clinique. C'est-à-dire que, bien entendu, on va avoir des animaux témoins et des animaux contrôle, des animaux témoins à qui on ne va pas donner le produit et des animaux à qui on va donner le produit et on va les étudier en parallèle. Et la raison pour laquelle je vous ai mis ces images, c'est que vous voyez que les personnes qui s'en occupent sont extrêmement protégées, non pas pour se protéger eux, mais pour protéger les animaux. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas falloir les infecter, pour être sûr qu'ils soient dans des conditions optimales, qu'il n'y ait pas d'autres facteurs que le produit qui joue. D'autre part, alors là, ça paraît peut-être pas tout à fait, mais on va répartir les animaux, traités ou non traités, au hasard dans la pièce. Pourquoi? Parce que le flux d'air, la température, etc., n'est pas la même quand on est à proximité de l'air conditionné ou à proximité du chauffage ou qu'on est à distance. Donc, tous ces éléments vont être pris en compte
pour que ce soit quasiment comme dans une étude clinique ou dans une étude suivant la méthodologie actuelle, c'est-à-dire randomisation, comparatif et élimination de tous les éléments qui peuvent entraîner des variations qui ne sont pas dues au produit lui-même. Et les animaux, ce sont des animaux qui sont génétiquement, ce sont des clones génétiquement similaires, totalement similaires, qui sont achetés. Ce n'est pas la petite souris qui vient, c'est des souris spéciales ou des rats spéciaux, etc. Alors, quel type d'animal on va utiliser? On utilise plusieurs types d'animaux parce qu'ils n'ont pas tous exactement le même métabolisme. Donc, vous avez des lapins, vous avez des rats, vous avez des souris, vous avez des chiens, vous avez des batraciens, vous avez des primates. En fonction de ce que l'on veut étudier, on va étudier différents animaux. Alors, pour la question protection d'animal, tout ce qu'on peut faire sur des cultures cellulaires sont faites sur cultures cellulaires, mais il reste un certain nombre d'études qui doivent être faites chez l'animal. Alors, c'est chez les animaux, qu'est-ce qu'on va étudier? Eh bien, on va les étudier extrêmement à fond, cliniquement d'abord, c'est-à-dire le comportemental. On va faire une étude anatomique systématique pour tous les animaux, comparatif, et histologique, donc au niveau des organes, la structure histologique. Et puis, bien entendu, on va faire toute la biochimie, alors l'histologie, on a dit, mais on va faire toutes les études biochimiques, quasiment les mêmes que ce qu'on fait chez l'humain, pour suivre le métabolisme, pour suivre les évolutions au niveau des cellules, au niveau des organes, au niveau des différentes voies métaboliques, etc., etc. À partir du moment où on a un certain nombre d'éléments suffisants pour passer chez l'humain, on va passer chez l'humain. Mais avant de commencer le développement chez l'humain, je vais vous parler d'un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place, justement, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, à partir en gros des années 1960, avec beaucoup de travaux dans les années 70 et 80, et qui ont complètement révolutionné la façon de travailler. Alors, les comités de surveillance, on va les voir plus en détail, toute une méthodologie, les guidelines, les bonnes pratiques, les différentes phases de développement et l'évaluation finale. Les comités de surveillance. Alors, les comités de surveillance, et c'était une des difficultés de la présentation, eh bien, il n'y en a pas que pour les animaux, que pour les humains. Il y a des comités de surveillance, comités de protection des animaux, qui fait que toute étude qui vont être faites chez l'animal vont nécessiter d'être évaluées avant par les autorités de façon à avoir autorisation pour faire les études envisagées. Alors, l'évaluation, elle va se baser sur quoi? Sur le fait qu'on a déjà suffisamment d'informations pour passer à l'étape à laquelle on veut passer, à l'étude à laquelle on veut passer, et qu'elle est justifiée et qu'elle prend en compte la qualité de la vie et de l'étude pour l'animal. Il y a les agences nationales de la santé qui font une évaluation de l'ensemble du programme de développement avant autorisation de mise en place du programme. Il y a les comités d'éthique, en France par exemple, c'est dans les milieux hospitaliers, qui sont, alors étude par étude, là maintenant, une évaluation éthique des études cliniques pour obtenir ou avant autorisation de la mise en place de l'étude. Et puis, il y a la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui font une évaluation des données qui sont collectées et de qui peut avoir accès à ces données, qui sont des données personnelles, bien entendu, avant autorisation des études cliniques. Alors là, je vous donne un peu le type de comité et agences. Donc, vous voyez, Good Animal Practice, vous avez l'Agence nationale de sécurité des produits de santé français, vous avez comité d'éthique d'hôpitaux, comme celui du CHU de Rennes, vous avez la Commission nationale information et liberté, et pour les États-Unis, la FDA. Donc, tous ces comités sont là, ont pour rôle de surveiller et de donner l'autorisation pour l'ensemble du programme, pour les étapes avant de mettre en place une étude et pour l'éthique des études, aussi bien animales qu'humaines. Le développement, la méthodologie. Là aussi,
En gros, c'est apparu dans les années 70. Si on a le temps, je vous raconterai quel est le père, si je peux dire, de la méthodologie, Max Hamilton, qui était un psychiatre anglais. Donc, parmi les points fondamentaux qui sont obligatoirement respectés et vérifiés, on verra tout à l'heure comment, il y a la randomisation, donc répartition des patients par tirage au sort, de façon à ce qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une balance entre les éventuels facteurs autres que le facteur qu'on veut rechercher dans les deux groupes, de façon à ce qu'ils se balancent dans leur action. Le comparatif, donc bien entendu comparaison face à un placebo ou un médicament actif, à partir du moment, une des questions qui se pose, qui est à partir du moment où on a des médicaments actifs dans une classe, il va être demandé de faire des comparaisons éventuellement face à placebo, mais surtout face à des actifs déjà connus. Le double insu, c'est-à-dire que le malade ne sait pas quel traitement il va recevoir, mais le médecin ne sait pas non plus quel traitement il a donné, de façon à ce qu'il n'y ait pas de biais, soit de biais négatifs, soit de biais positifs dans l'interprétation des résultats. Les guidelines, là aussi, ils ont été mis en place dans les années 70 aussi. C'est la définition des critères d'inclusion et de jugement de la thérapeutique. Donc, dans les années 70, pour chaque classe thérapeutique, il a été mis en place des guidelines dans l'hypertension, comment va-t-on mesurer la tension, quels critères de jugement va-t-on prendre en compte pour dire qu'il y a une amélioration ou pas, combien de fois il va falloir le suivre, pendant combien de temps, etc., etc. Et bien sûr, ces guidelines, en fonction des connaissances, petit à petit, sont améliorés ou sont repris en fonction des connaissances qu'on va avoir. Et puis, bien entendu, les analyses statistiques, là encore, ont complètement modifié les choses avec le but d'éviter des fausses conclusions et donc le fait, non pas de dire, ah bah tiens, il y en a plus qui donnent de bons résultats, mais quel est le pourcentage de risque qu'on a de dire que le produit est actif alors qu'il ne l'est pas. Donc, toute cette méthodologie est appliquée pareillement pour les études animales et pour les études humaines. Les guidelines, donc comme je l'ai exprimé, pour chaque pathologie, pour chaque classe thérapeutique, mise en place de guidelines qui ont été faites petit à petit. Et d'ailleurs, j'ai participé à la mise en place de certaines parce que c'était un travail commun entre les autorités, les universitaires et l'industrie pharmaceutique. Donc, le but, c'est de définir les études à conduire, ainsi que les populations à étudier, les critères d'inclusion, les critères de jugement, la durée du suivi, bien entendu, quelle biologie va être étudiée, quels sont les critères cliniques d'efficacité qui vont être retenus. Par exemple, prenons dans le cancer, est-ce qu'on va considérer que le critère d'efficacité, c'est une diminution de la masse cancéreuse ou c'est une durée de vie supérieure, ou une qualité de vie, ou les trois, ou etc., etc. Les bonnes pratiques. Là aussi, c'est pareil, c'est dans les mêmes années. Le problème, c'est que pour vérifier que tout soit bien fait, il va y avoir des protocoles qui vont être mis en place par ceux qui les font. Et donc, dans le cas particulier, ça va être l'industrie pharmaceutique qui va mettre des protocoles qu'on va appeler les bonnes pratiques de fabrication, par exemple, pour comment fait-on les mélanges, comment vérifie-t-on les mélanges, quand va-t-on faire des contrôles, etc., etc. Pareil, pour les bonnes pratiques de laboratoire, combien va-t-il y avoir d'animaux dans les cages, comment vont-ils être surveillés, comment vont-ils être nourris, à quel moment va-t-on faire les prélèvements, etc., etc. Pareillement, pour les bonnes pratiques cliniques, tout ceci va être extrêmement notifié par des protocoles très détaillés, de façon à ce que tout le monde, dans le cadre d'une étude, fasse exactement la même chose
Et quand les autorités de tutelle vont venir contrôler ce qui a été fait, la première chose qu'ils font, c'est montrez-moi les protocoles de bonne pratique que vous respectez, que vous utilisez, et on vérifie que ça a été respecté. Donc, voyons maintenant le développement chez l'humain avec les 3 phases. La phase 1, c'est une étude chez des volontaires sains. On va tenir compte des études chez l'animal, pharmacologie, toxicité, pour commencer à des doses faibles, très faibles, et on va petit à petit, en fonction des résultats qu'on a obtenus, augmenter petit à petit les doses pour déterminer la tolérance. Parallèlement, on va faire tout un tas d'études, tout un tas de prélèvements pour suivre le métabolisme du produit chez les volontaires sains. Lorsque cette phase est terminée et qu'elle a donné les éléments concluants pour passer à la phase suivante, et seulement dans ce cas-là, la phase 2 a lieu chez les malades. Et le but de la phase 2, qui est indispensable, bien entendu, c'est déterminer la dose efficace chez le malade. Et à quelle dose, bien sûr, et quelle durée de traitement, et comment doit-on le faire. Et là, on va faire une comparaison face à un placebo et un actif. Le nombre de malades testés va être de l'ordre de quelques centaines pour pouvoir avoir une détermination précise de la dose efficace et de la durée de traitement pour répondre, dans le cas des guidelines, à l'obtention d'une efficacité qui correspond aux critères qui sont recherchés. Là encore, en fonction des résultats, donc bilan, soumission d'un dossier et décision, phase 3. La phase 3, donc toujours bien sûr sur des malades, cette fois-ci plusieurs milliers, différentes populations. Il va falloir, là encore, en fonction des guidelines, inclure des hommes, des femmes, des enfants, des sujets âgés, les pathologies, bien entendu, vis-à-vis desquelles on veut faire la preuve de l'efficacité, mais aussi, bien sûr, parallèlement, on fait le suivi de la tolérance et des effets indésirables, mais il va falloir plusieurs milliers de sujets. Et pour ça, ce sont des études internationales. Là, je m'arrête 2 minutes pour montrer à quel point faire des études internationales pose un problème. Si on fait une étude internationale pour un produit, donc, mettons pour la France, bien sûr, mais on va prendre des langues anglaises. On va peut-être faire une étude aussi, peut-être au Japon, en Chine. Si on veut que le produit soit commercialisé au Japon, en Chine, il va falloir des patients chinois, japonais. Et puis peut-être en Pologne, puis j'en sais rien, en Espagne, enfin bon, etc. Vous avez compris, plusieurs langues. Et dans ce cas-là, il faut être absolument certain que chacun va comprendre la même chose. C'est-à-dire que les critères d'inclusion et les critères de jugement vont être jugés de la même façon. Donc, on va faire appel à des traducteurs, mais on va le faire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va voir si on traduit le français, alors je dis n'importe quoi, en polonais, est-ce que quand on retraduit le polonais en français par un autre traducteur, on retombe bien sur les mêmes définitions? Ensuite, dans chaque pays, le comportement médical n'est pas exactement le même. Donc, les médecins qui vont suivre les malades, de façon à être sûrs qu'ils vont interpréter de la même façon, vont être soumis à une formation avec, j'appelle ça comme ça, examen de passage. Et si ils ne réussissent pas l'examen de passage, c'est-à-dire que si ça ne correspond pas exactement aux résultats attendus, soit ils ne pourront pas participer à l'étude, soit ils refont une formation jusqu'à ce qu'ils correspondent exactement à l'examen de passage. Parce que sinon, bien entendu, les résultats ne seront pas valides. Donc là, c'est juste pour reprendre, comme on l'a dit, phase 1, quelques dizaines de sujets, phase 2, quelques centaines, phase 3, des milliers de sujets internationaux. La phase 1, donc quelques sujets, et vous voyez, je vous ai mis un bâtiment. Les malades sont les patients sont des volontaires. Ils sont enfermés
dans le bâtiment, de façon à ce qu'il n'y ait aucun événement ou facteur qui pourrait modifier les choses. Bien entendu, tout ceci se fait à l'aveugle. Les prélèvements sont notés, mais on ne sait pas qui, quand, etc. Et tout ceci se fait de cette façon-là, de façon à ce qu'il n'y ait aucun biais d'interprétation. Bien entendu, leur nourriture est contrôlée, leur activité physique, etc., etc. Le but étant d'éliminer tout facteur qui pourrait modifier l'interprétation. La phase 2, en général, c'est, là on vous a mis Henri Mondor, ça va être dans quelques hôpitaux, de préférence dans le même pays, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, le problème des langues différentes est un énorme problème, et le problème d'interprétation aussi. Et puis la phase 3, internationale, des milliers de sujets. Donc le dossier est prêt. Il y a 3 grands groupes de dossiers, un dossier pharmaceutique, un dossier animal, un dossier clinique. Et donc, ces 3 dossiers vont être remis aux agences où on veut que le produit soit accepté et ils vont être dispatchés suivant donc, le dossier pharmaceutique, animal ou clinique vers des experts dans ces 3 domaines. Alors, effectivement, aujourd'hui, ce sont des clés USB ou c'est que du digital, mais il y a encore quelques années, et j'ai vécu cette période-là, pour livrer les dossiers, c'était des camions. Hein. Ça faisait des mètres cubes de papier. Alors donc, les autorités sont en charge des dossiers et vont les analyser pour donner leur opinion. Alors l'analyse est beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Première chose, il va y avoir des audits. C'est-à-dire, par exemple, cette étude a été conduite dans tel hôpital en Pologne, dans tel hôpital en Angleterre, dans tel hôpital en France. Les autorités vont, alors nous par exemple, la NSM ou la FDA, etc., ou les autorités japonaises. Alors ce qu'il y a, c'est qu'avant, les autorités n'acceptaient pas l'audit ou l'évaluation des autres autorités. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance mondiale des évaluations des grandes autorités. Mais donc, ils vont envoyer des experts qui sont formés spécialement pour ça, qui vont aller vérifier dans les hôpitaux la façon dont les études ont été conduites pour voir exactement si ça a bien répondu. Alors, vous vous souvenez, les protocoles, les guidelines, etc. Donc, pour dire, oui, dans ce centre, l'étude était acceptable ou au contraire, ah non, on n'accepte pas les résultats qui viennent de ce centre, ce qui arrive. Et les données brutes, c'est-à-dire l'ensemble des données, sont remises telles quelles. C'est-à-dire, ce n'est pas le résultat des analyses, c'est l'ensemble des données et les autorités, pour un certain nombre, refont les analyses à partir des données de base. C'est une des raisons pour lesquelles le dossier étant soumis, il faut de l'ordre de 1 an pour avoir une réponse s'il n'y a pas de questions. Or, il y a presque toujours des questions auxquelles doivent répondre l'industriel et à ce moment-là, ça fait repartir le temps de réponse finale. Donc, si tout ceci a été accepté, donc évaluation positive, obtention d'autorisation de mise sur le marché et donc commercialisation. L'autorisation de mise sur le marché, c'est pas vous pouvez, c'est bon. Non, 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 non. C'est que dans l'autorisation de mise sur le marché, il y a un certain nombre de conditions et en particulier respect du dossier pharmaceutique et donc tous les contrôles qui ont été mis en place, un certain nombre sont obligatoirement repris sur chacun des lots qui vont être commercialisés. Et les autorités, et c'est pratique courante, ont la possibilité, et le font, il y a un laboratoire central, de prendre les médicaments, alors on prenait tout à l'heure le paracétamol, de prendre des médicaments, des présentations de paracétamol dans une officine,
les apporter et faire les contrôles eux-mêmes pour voir si tout répond bien au dossier et avec les contrôles qui ont été demandés. Pareillement, respect du contrôle des conditions de prescription, indication, posologie, etc. Et vous vous souvenez d'un certain nombre de scandales, Mediator par exemple, où les prescriptions qui avaient été autorisées, c'est-à-dire la pathologie pour laquelle le produit a été autorisé, il y a eu des dérives. Et donc là aussi, il y a de nos jours maintenant une vérification de cette absence de dérive, ce qui est relativement facile, puisque dans le dossier, lorsqu'il est déposé, on va dire par exemple, bon voilà, mon produit est un anti-parkinsonien, il y a tant de Parkinson en France, donc notre produit plus les autres, etc., va correspondre à tant de personnes ayant le Parkinson, donc ça va faire normalement tant de boîtes, de comprimés, ce que vous voulez, qui vont être prescrits par an. À partir du moment où il y a un dépassement de ces prescriptions, un dépassement de ces usages, immédiatement, il va y avoir une enquête pour voir s'ils ne sont pas utilisés ou prescrits dans d'autres conditions. Enfin, au total, le contrôle est extrêmement puissant et détaillé. Dernière étape, les prix. L'établissement du prix est fait par les autorités. Alors, l'établissement du prix, bon, ça a été extrêmement variable, les établissements du prix, mais aujourd'hui, la façon dont c'est fait, c'est tient compte, alors c'est des structures différentes, on peut le discuter, mais c'est un peu complexe, bon, enfin bon. Je vous propose de donner simplement le concept, c'est bénéfice-risque. Bon, d'une part, une étude du bénéfice-risque. D'autre part, est-ce que le produit est innovant? Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose? Et quels sont ses résultats par rapport aux comparateurs, aux autres produits de la même classe? Et quels sont les prix des autres produits? Si le produit apporte une innovation importante, qu'il y a un très grand bénéfice-risque et qu'il est nettement plus intéressant que les comparateurs, il peut avoir un prix supérieur aux comparateurs. Si par contre, il n'apporte pas grand-chose, il aura un prix inférieur aux comparateurs. Et puis, bien entendu, le besoin pour la santé publique. Si il y a déjà X produits dans la même classe aussi efficaces que celui-là n'apporte pas grand-chose, le besoin pour la santé publique n'est pas important et donc il n'aura certainement pas un bon prix. Une fois que le produit est sur le marché, son histoire sur le plan du contrôle et du suivi n'est absolument pas terminée. Il y a une surveillance permanente avec un bilan annuel et ce bilan est mondial. La pharmacovigilance en particulier, il y a des centres de pharmacovigilance donc dans certains hôpitaux et puis le laboratoire lui-même est tenu de faire un suivi de pharmacovigilance aussi bien pour les effets secondaires qui sont rapportés pareillement que tout ce qui est publié dans la littérature sur son produit. Et il doit faire un rapport chaque année mondial aux autorités de tutelle. Donc, rapport annuel de l'industriel qui reprend en compte les éléments qui sont apparus mondialement et qu'il va présenter aux agences. Et les agences, annuellement, font une évaluation. Bien entendu, s'il y a une crise particulière, il y a une intervention directe. Vente et usage, je l'ai déjà évoqué, surveillance des dérives d'usage, et puis éventuellement découverte de nouvelles indications. Voilà, alors c'est un bilan très rapide. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Alors, sur une notice, on voit par exemple déconseiller aux femmes enceintes. Alors, ça, c'est une question très importante et très intéressante. Cela signifie-t-il qu'on a constaté un effet désirable ou simplement qu'on n'a pas d'expérience sur une femme enceinte? Alors, il faut bien voir la différence entre déconseiller aux femmes enceintes et contre-indiquer aux femmes enceintes. Contre-indiquer, ça veut dire on a une expérience et on sait qu'il ne faut pas le faire. Typiquement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'autres produits. Déconseiller aux femmes enceintes, on n'a pas d'expérience, on ne sait pas. Et donc, c'est le médecin prescripteur qui va prendre la décision. Prenons une femme asthmatique, enceinte, qui nécessite absolument des
des sprays de corticoïdes, eh bien, c'est le médecin qui va décider est-ce qu'il est important qu'elle l'ait ou pas, etc. C'est un problème très, très compliqué parce que faire des études cliniques chez les femmes enceintes, c'est-à-dire pour voir s'il n'y a pas de problème du nouveau-né, jusqu'à présent, personne n'a osé prendre une telle décision. En d'autres termes, les autorités ne peuvent pas prendre la décision de le faire. Donc, tant qu'on n'a pas des expériences sur certains sujets, eh bien, on ne peut pas dire, on ne sait pas, et donc c'est déconseillé aux femmes enceintes, et c'est le médecin qui décide. La stabilité est-elle seulement évaluée avec des modèles accélérés ou aussi en conditions réelles, c'est-à-dire pendant 3 ans? Les deux. C'est-à-dire qu'en accéléré, c'est pour avoir la réponse, on va le faire, mais aussi en conditions réelles. C'est-à-dire qu'on est obligé de garder en conditions réelles. Mais on va le faire aussi en modèle accéléré, en particulier humidité, chaleur, etc. Mais en conditions réelles, en parallèle de la commercialisation ou avant la commercialisation? Alors, avant la commercialisation, on a intérêt à faire en accéléré pour savoir ce qui va se passer. Mais pour la commercialisation, on est obligé de garder le produit commercialisé du lot en question pendant les 3 années. Pourquoi? Parce que s'il y a des problèmes qui apparaissent, des effets secondaires, etc., pour des produits, on va regarder éventuellement la date de péremption et puis on va revenir sur les produits qui ont été en stabilisation pour voir ce qu'il en est. OK. Lorsqu'il est déconseillé de garder ces biens, est-ce justifié? Alors, ces produits périmés sont-ils juste inefficaces ou peuvent-ils même être dangereux? Alors là, je réponds à titre personnel. C'est déconseillé, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire que si vous avez une molécule très simple, je ne sais pas moi, paracétamol, aspirine, il est évident que si elle est conservée dans de bonnes conditions, elle va pouvoir rester 4 ans, 5 ans, etc. Ceci étant, d'autres molécules plus complexes, antibiotiques, protéiniques, etc., eux ont une conservation nettement moins bonne. Et d'autre part, une des raisons aussi pour lesquelles, vous avez dû le remarquer, la conservation n'est jamais au-delà de 3 ans, c'est qu'on a eu certaines molécules, et c'était des antibiotiques, qui non seulement évoluaient au cours de la conservation, mais devenaient toxiques. Donc, à titre personnel, vous ne pouvez pas connaître la réponse, c'est déconseillé. Le laboratoire et les autorités s'engagent à ce que dans la durée de conservation, le produit est efficace et safe. Au-delà, il ne s'engage pas. Prenez pas de risque. Voilà, ce n'est pas comme les yaourts où on dit qu'on peut un peu dépasser la date pour les yaourts et les produits laitiers. Voilà, d'accord. Testons des placebos lors des essais sur animaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand vous allez tester, oui, parce qu'il vous faut un comparatif. Vous prenez des souris alors qui sont clones. Ces souris, il y en a qui vont être malades, qui vont attraper quelque chose, qui vont faire des tumeurs, qui vont faire, etc. Est-ce que c'est dû à votre produit ou est-ce que c'est normal? Donc, vous avez besoin de faire du comparatif placebo. Oui. Oui, mais je précise la question. Ça pourrait être du comparatif sans placebo, c'est-à-dire qu'il y a des souris, on donne quelque chose et aux autres, on ne donne rien. Et donc, elles n'ont pas la sensation qu'on leur a donné quelque chose ou pas. Donc, il y a cette subtilité dans la question, peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un placebo ou juste d'un groupe témoin? Alors, je ne suis pas certain de ma réponse, mais je pense qu'obligatoirement, on est obligé de donner des placebos. Sinon, celui qui répartit les produits va savoir qui en a, qui n'en a pas. Ouais. Oui, il faut que ce soit. Pourquoi prendre un risque d'avoir ensuite un audit qui vous dise, ou même la société elle-même qui dit attendez, là, on n'est pas sûr, là, vous voyez, j'ai 3 tumeurs là chez cet animal, lui, il n'en a pas. Comment a été fait l'étude? Il n'y a pas eu de placebo. Et donc, celui qui a fait les analyses, il savait que, franchement, le coût est quasi nul, alors que vous avez un risque de ne pas être certain des résultats. Mais je ne vous garantis pas, c'est une opinion personnelle. Moi, je ne travaillais pas dans les laboratoires. Je pense que tu as bien répondu à la question. Il y avait peut-être une idée sous-jacente qui pourrait faire l'objet d'une autre conférence, c'est est-ce qu'il y a un effet placebo chez les animaux?
Sous-entendu, il n'y a peut-être pas besoin de faire… Alors, je pense que chez l'animal, bon, vous verrez quand je vais vous faire mode d'action des médicaments, vous verrez à quel point le placebo est puissant, ou le nocebo d'ailleurs, il peut y avoir des nocebos. Mais ce qu'il y a, c'est que celui qui va les nourrir, celui qui va faire la biochimie, celui qui va faire l'histologie, celui qui les nourrit et qui va noter le comportement de l'animal, s'il sait qu'il a eu, par exemple, un antidépresseur ou un sédatif, et que l'autre animal, lui, n'a rien eu, ça va modifier ses réponses, ça va modifier la façon dont il va le dire. Donc, il faut faire du double insu. Y a-t-il des études sur les possibles perturbations endocriniennes? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Si l'on travaille avec des clones animaux, comment évalue-t-on la variabilité des réponses individuelles? On n'étudie pas la variabilité des réponses individuelles. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'action du produit. Pour savoir quelle est l'action du produit, que ce soit pharmacologique, toxicologique, etc., ce qu'il faut, c'est éliminer au maximum tous les autres facteurs pouvant intervenir. Donc, on a intérêt à avoir des clones d'animaux, à avoir le même poids, le même âge, la même génétique, la même température extérieure, la même alimentation, la même taille des cages, etc., pour que rien ne puisse jouer. Si vous changez la taille des cages, il remue plus ou moins. Donc là, le fait qu'il ait une activité physique, ça va peut-être jouer, etc., etc. Donc, le but n'est pas de déterminer la variabilité des réponses des individus. Quand on est en clinique et qu'on va traiter des malades, bien sûr, là, on va s'intéresser à la variabilité des réponses chez les individus. S'il a d'autres maladies associées, s'il ne pèse pas le même poids, s'il n'a pas le même âge, s'il n'a pas la même génétique, métabolisme, bien sûr. Mais là, notre but, ce n'est qu'un seul but, c'est connaître le médicament sur le plan scientifique le mieux possible. Donc, ça nous intéresse. Enfin, le but est d'éviter la variabilité des réponses des individus animaux. Alors, il ne faut pas rajouter très largement, mais la variabilité génétique est-elle prise en compte? Oui, absolument. C'est-à-dire que si vous faites une étude que chez les Caucasiens, elle ne sera jamais acceptée au Japon, parce qu'ils vous diront, attendez, on n'a pas les mêmes cytochromes, oxydases, on a une génétique qui est relativement différente. Ensuite, vous avez des populations qui génétiquement sont différentes. Donc, oui, on en tient compte. Si vous mettez très largement, je ne peux pas dire oui, mais est-ce qu'on tient compte de la variabilité génétique? Oui, et on essaye de le faire de plus en plus. Et est-ce que justement… L'intelligence artificielle va nous apporter beaucoup dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'on a vu que le vaccin biotech Pfizer est moins efficace sur certaines populations? À ma connaissance, je ne sais pas ça. Pourtant, je me tiens au courant, mais non, ça, je n'ai pas vu ça. Et est-ce que justement, pour revenir sur la première partie de la question, certains pays vont par exemple dire « je ne valide pas ce médicament parce que les tests n'ont pas été faits sur des populations locales », enfin, je ne sais pas comment dire, mais… Absolument. Et ça, je m'en souviens très très bien. Donc, quand j'ai vécu plusieurs années au Japon où j'ai développé des produits au Japon, et le laboratoire pour lequel je travaillais, nous n'avions pas le choix. Il fallait faire des études au Japon parce qu'ils nous disaient… Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, métabolisme, cytochrome oxydase différent, donc métabolisme des produits différents, alimentation différente, comportement différent, etc. Donc, vos études chez les Caucasiens, nous n'en acceptons pas les résultats au Japon. Et d'ailleurs, dans certains… Alors, aujourd'hui, je ne peux plus vous dire, mais à l'époque, on arrivait à des posologies différentes chez les Japonais. Et est-ce que ce qui est vrai chez les Japonais serait aussi vrai, je ne sais pas, dans des pays moins développés comme en Afrique ou en Amérique latine, où ils n'ont pas les moyens de dire… Alors, est-ce que systématiquement, probablement pas, mais dans certains cas, à mon avis, oui. Ok. À mon avis, oui. Est-il vrai que les médicaments sont plus validés sur les hommes que sur les femmes? Alors, historiquement, absolument, parce qu'on ne faisait que l'homme sain 18-50 ans. Et puis, justement, c'est là où les guidelines sont apparus. On a dit, mais attendez, je suis d'accord, il marche bien sur l'homme sain, mais sur le sujet de plus de 65 ans,
Et puis maintenant, c'est sur le sujet de plus de 75 ans. Et puis, ah ben oui, non mais attendez, chez l'enfant, là, moins de 18 ans, là, vous êtes bien gentil, là. Et attendez, et avant la puberté, et chez le nourrisson, ah ben oui, surtout que chez le nourrisson, enfin bon, le métabolisme des médicaments n'est pas le même en fonction de l'âge au cours des premières années. Et sur les femmes, ah ben oui, sur les femmes aussi, il va falloir que vous fassiez des études. Et sur les femmes enceintes, ah, c'est là ce que j'ai répondu tout à l'heure, personne n'ose prendre le risque de dire on va faire une étude chez la femme enceinte. Donc pour les femmes enceintes, c'est simplement le fait, les informations qu'on obtient par les centres de pharmacovigilance. Mais bien entendu, maintenant, aujourd'hui, il y a des études obligatoires chez les femmes. C'est tout l'intérêt des guidelines qui disent votre médicament, vous ne pouvez l'obtenir, l'autorisation de mise sur le marché, que si vous faites des études chez tel type de population. Et chez les nourrissons, il y a des guidelines particulières ou ça se passe comment? Alors, d'abord, chez les nourrissons, donc, alors, récemment, on ne peut pas dire récemment, mais depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, les autorités font en sorte et mettent en place des réglementations pour qu'il y ait de plus en plus d'études faites chez les enfants, je dis les enfants puis on verra après, parce que le concept était, bah oui, il pèse moins lourd, on divise par 2 ou par 3, etc. Ça n'est plus accepté, il faut faire des études. Ce qu'il y a, c'est que le problème est complexe. Alors, quand j'étais aux États-Unis, j'étais en charge en particulier des études chez les enfants. Et c'est là où on s'aperçoit qu'un prématuré n'a pas le même métabolisme et le même comportement biologique vis-à-vis du médicament que le nourrisson qui vient de l'être dans les premiers mois, que les premières années, que le prépubertaire, que le post-pubertaire. Donc, on arrive à quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des études suivant les tranches d'âge. Et c'est ce qui est fait. Sauf si le laboratoire, si l'industriel prouve que ce médicament ne peut pas être utilisé chez l'enfant. Prenez un antihypertenseur, par exemple, a priori, chez le prématuré, le nourrisson, etc., il n'a pas lieu. Donc, dans ce cadre-là, il va y avoir exemption des études chez les enfants au sens large tel que je l'ai décrit. Y a-t-il plus de volontaires hommes que femmes? Oui, c'est un peu la question. On va passer aux questions d'après parce qu'il y a encore quelques questions. Et la réponse est non. La réponse est non. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais responsable de ce type d'études. Très souvent, ce sont des gens d'une même communauté de ville ou de village et ils vont être enfermés pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Hein. Et donc, ils se connaissent bien. C'est des amis ou copains. Et donc, ils se proposent tous ensemble pour être volontaires parce qu'ils savent qu'ils vont jouer aux cartes, ils vont être ensemble, etc. Donc, non, il n'y a pas. Et de toute façon, il faut hommes et femmes. Il y a une question qui arrive plus loin, mais je la pose maintenant. Est-ce que les volontaires sont rémunérés dans certains pays, dans d'autres pays? Comment ça se passe? Absolument, absolument. Aux États-Unis, les volontaires sont rémunérés, relativement bien rémunérés d'ailleurs, avec tout un système pour qu'ils ne soient pas trop souvent volontaires. C'est-à-dire qu'il y a un annuaire général, si vous voulez, toute personne qui est volontaire, le centre qui fait les études de phase 1 va noter ces personnes, ils vont être sur le registre et donc ils ne vont pas avoir le droit d'être volontaires au cours des, alors je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'est des 12 mois suivants. Est-ce qu'il existe une détermination d'une dose sans effet? Alors, est-ce qu'il agit absolument pas sur effet secondaire, efficacité chez un patient, métabolisme chez un sujet sain? Est-ce qu'il... oui, bien sûr, bien sûr. Et quand on fait les phases 1, on commence par des doses dont on est quasiment certain qu'il n'y aura pas d'effet métabolique, pharmacologique et effet secondaire. Et puis petit à petit, on augmente. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas m'empêcher là. En homéopathie, par exemple, vous êtes sûr qu'ils ne font rien. Alors, oui, je suis désolé. Allez, on oublie ça. Existe-t-il des études sur les mélanges de médicaments de façon… Oui, absolument. Alors là aussi, toujours, quand j'étais aux États-Unis, j'étais en charge de faire ces effets cocktails. Mais les effets cocktails,
à l'époque, en tout cas, on les étudiait surtout sur le plan métabolique, c'est-à-dire interaction métabolique entre les médicaments. Alors, sinon, effectivement, vous avez des effets cocktails sur le plan clinique. Là, j'oserais dire que c'est du cas par cas. Hein. Où se passent les études de phase 1? Dans le monde entier. Je pense que ce qu'il y avait derrière la question… Alors, dans les pays en voie de développement, c'est possible, mais les contraintes qui sont imposées au centre de phase 1 sont vraiment extrêmement lourdes, tant sur le plan de sécurité, bien entendu, que sur le plan de… Les médicaments sont dans des pièces spéciales auxquelles seul peut avoir accès celui qui les dispense. Les prises de sang, les suivis, c'est extrêmement contraignant. Il faut bien entendu que les dossiers soient conservés longtemps, que les audits puissent avoir accès à tout. S'il y a, je ne sais pas moi, un orage, il faut être sûr qu'il ne puisse pas y avoir d'inondation, de coupure d'électricité, etc. C'est très très lourd, ça revient cher. Alors il y en a peut-être dans des pays en voie de développement, mais c'est surtout dans des pays développés qui ont les moyens. La question, je pense, sous-jacente, c'est qu'on a lu ici ou là des fois des accusations qui consistaient à dire on se sert des pays en voie de développement, des pays africains, comme cobaye pour tester, voir si le médicament va, et puis comme ça, on a fait des économies. Voilà, on a entendu ce genre de choses. La question est excellente. Avant les lois Hurier en France, une des façons dont on faisait les études, alors pas seulement phase 1 d'ailleurs, mais on ne faisait pas des études aussi complexes qu'on fait aujourd'hui, hein, phase 2, phase 3. Mais c'était le patron qui faisait les études chez l'étudiant, et si l'étudiant ne voulait pas, c'était peut-être pas une bonne idée. On proposait des remises de peine à des prisonniers, etc. Donc, tout ceci a été interdit avec le concept du consentement éclairé. C'est-à-dire qu'on estime qu'un prisonnier à qui on met une remise de peine, ce n'est pas un consentement éclairé, puisqu'il a un avantage évident, et donc c'est quasiment une contrainte. Pareillement pour l'étudiant. Alors, pour les pays en voie de développement, je vous rappelle qu'au départ, il y a tout un programme qui est proposé, et il va y avoir des comités d'éthique, des comités de surveillance, etc. Donc, peut-être qu'on peut faire dans des pays en voie de développement s'ils ont les capacités, mais il va falloir qu'ils répondent à toutes ces normes et on ne pourra pas du tout faire ça chez n'importe qui, n'importe comment. De toute façon, on n'a pas vraiment intérêt. Les volontaires sains, ils sont extrêmement checkés, si je peux dire, vérifiés qu'ils sont vraiment en bonne santé. Hein. On ne va pas prendre un hypertendu, un obèse, un diabétique, etc. Sinon, ce n'est plus un volontaire sain. Donc, dans des pays en voie de développement, en plus, vous avez des risques. Enfin bon, je ne le sens pas bien. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Sinon, votre phase 1, elle ne sera pas acceptée, elle ne tiendra pas la route. Il ne faut pas oublier que tout ceci vaut très cher à tous les niveaux et que donc, si c'est mal fait et que donc ça n'est pas accepté, c'est beaucoup d'argent perdu et c'est très mauvais pour celui qui l'a conduit. Enchaîne bien sur la question d'après. Pourquoi les phases d'essais cliniques coûtent-elles si cher? Quand vous faites un essai, alors un essai mondial par exemple, où il va y avoir, je donne un chiffre, mais en gros c'est l'ordre de grandeur, 6 000 patients. Il va y avoir, j'en sais rien, 10, 15, 20 pays qui vont être pris en charge. Il faut produire le produit. Dans des très bonnes conditions. Il faut produire un placebo qui va être non perceptiblement différent. Il faut acheminer. Il va y avoir tous les contrôles. Il faut aller dans les hôpitaux, trouver des équipes qui vont le faire. Alors l'équipe, ce n'est pas seulement le médecin, hein. C'est les infirmières, c'est ceux qui vont recruter, c'est ceux qui vont voir quels sont les malades qui peuvent être acceptés. Il va y avoir, bien entendu, la surveillance clinique qui va être prise en charge, mais il va y avoir toute la biologie. Tout ça, la sécurité sociale en France, mais les autres systèmes de mutuelles dans les pays disent attendez, vous êtes bien gentils, là. Nous, on ne paye pas tout ça.
Ah, ben, il faut payer tout ça. Il faut payer tout ça. Il faut payer donc les préparations, les acheminements, les contrôles, le dossier, la biologie, l'histologie, la clinique, le temps, etc. Si vous ajoutez tout ça, ça fait des sommes extrêmement importantes. Et puis, bien entendu, à l'intérieur du laboratoire, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi. De quel recours juridique déposer Pasteur en cas de problème ou de décès survenu lors d'une des 3 phases? J'oserais dire normal, hein. Normal. Alors, ce qu'il y a, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, j'étais assez impliqué, en particulier aux États-Unis, dans les phases 1. Et donc, bien entendu, on était très vigilants aux effets secondaires, aux risques, etc. Les malades sont tellement surveillés en phase 1 qu'il n'y a quasiment jamais d'accident. Enfin, ce qu'on dit, c'est qu'il est moins dangereux de participer à une phase 1 que de marcher sur la rue et de traverser une rue. De quel recours juridique? Comme d'habitude. Selon certaines sources de fiabilité incertaines, la phase de validation animale des vaccins Covid aurait été zappée. La phase de validation animale des vaccins Covid. J'en sais rien. A priori, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On aura probablement en février ou mars une séance sur Covid. En février, c'est sûr d'ailleurs, on peut l'annoncer. François-Marie en dira peut-être quelques noms. On a une séance sur la Covid et on aura peut-être une séance sur la vaccination spécifique. Je ne suis pas un spécialiste des vaccins, il faut mieux demander à des vaccins. Mais le risque de ne pas faire le développement comme il doit être fait est tellement important que ce soit les industriels ou que ce soit les autorités qui donnent l'autorisation de mise sur le marché, les autorités qui donnent une autorisation de mise sur le marché, elles prennent une responsabilité énorme. Parce que si ça n'a pas été fait suivant les normes et qu'ils ont dit oui, ça ne fait rien, et qu'il y a un accident, sont elles qui vont prendre. Alors en France, ce n'est pas tellement l'habitude de poursuivre juridiquement, mais aux États-Unis, je peux vous dire, ils seront immédiatement attaqués. Les experts qui décident des AMN font-ils l'objet de... Alors là, c'est un énorme problème, effectivement. Alors le problème, c'est qu'il faut choisir des experts de qualité. Parce que si vous prenez des gens qui n'ont pas la bonne formation, ils ne sont pas des vrais experts. Pour faire toutes ces études, qui sont très compliquées, qui coûtent très cher et dont les résultats vont être extrêmement importants, il est évident que ce soit l'industrie ou autre, ils choisissent les meilleurs. Et comment choisissent-ils les meilleurs? En fonction de leurs publications, de leurs travaux, etc. Donc, la plupart des très grands experts, effectivement, ont toujours soit donné des conseils, soit travaillé aussi au développement de médicaments. C'est comme ça dans le monde entier. La façon dont les États-Unis ont répondu à la question, c'est qu'ils ont dit, voilà, tout expert, quand il va donner son avis sur un médicament, est-ce que cet essai clinique est acceptable, est-ce que le bénéfice-risque, etc., se fait en public, c'est enregistré, il exprime tout ce qu'il a fait dans sa vie courante, c'est-à-dire travailler pour les laboratoires, etc., mais en même temps, tout le monde va voir exactement quelle est sa réponse. Donc, si sa réponse est évidemment de type partial ou il est évident qu'il va défendre quelque chose qui n'a pas lieu d'être, on s'en aperçoit. C'est le choix américain. Le choix français, je donne une opinion personnelle, c'est qu'on a dit que tout expert qui a travaillé avec une industrie ne peut pas être un expert de l'agence. Ce qui fait que ça pose un énorme problème pour l'agence. Elle ne peut pas recruter les très grands experts français. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci, je vois qu'il y a encore un beau succès pour cette conférence. On a eu un peu plus de 150 participants. Et puis surtout, quand même des échanges questions-réponses qui étaient vraiment particulièrement intéressants en plus de la conférence. Donc, merci beaucoup, Jean-Loup. Et donc, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de lire le dernier numéro de Science et Pseudosciences qui est arrivé dans vos boîtes aux lettres. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez le chercher en kiosque. C'est vraiment un numéro particulièrement intéressant. Et donc, à la semaine prochaine. Et je regarde en même temps le chat là où il y a pas mal de remerciements. Jean-Loup, tu peux peut-être regarder en même temps. Tu vois que il y a vraiment beaucoup de gens qui te remercient pour tes conférences. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents, d'avoir écouté ce que je disais.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.